Personnes qui ont des profils assez différents, qui vont vous expliquer un petit peu leur formation et puis toutes les étapes de leur vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Donc nous avons, je vais commencer par la seule femme présente, Lorraine Bayon, qui est donc responsable achat de matières premières dans la société Nexan. Nous avons également David Souprayen, qui est directeur du département énergie dans la société aussi, et Philippe Portail, qui est donc créateur d'une société dans le domaine plutôt de la physique, et moi-même qui suis Sandrine Giraud et enseignant-chercheur à Lyon 1, et je pourrais également amener certains éléments dans cette discussion, puisque je me suis aussi posé pas mal de questions au cours de ma vie professionnelle. Voilà, donc je laisse la parole, je vais commencer par Philippe. Eh bien voilà, je me présente, donc Philippe Portail, je suis lyonnais et donc j'ai fait mes études à Lyon 1 au démarrage, et des études plus exactement en biologie et biochimie à l'origine. Donc qui m'ont conduit à obtenir une maîtrise il y a fort longtemps. À l'époque, c'était encore cette dénomination-là. Donc c'est des études qui m'ont passionné, qui m'ont beaucoup apporté. Alors j'avais fait une spécialisation à l'époque qui débutait, c'était la biotechnologie. Et donc c'était passionnant, vraiment très intéressant, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas obligatoirement de travail dans ce domaine-là. Les entreprises n'embauchaient pas encore. Maintenant, c'est la grande mode, mais ce n'était pas le cas à mon époque. Et donc, dès cette partie-là, il a fallu que je pense à me réorienter ou à orienter, je dirais, mon action. Et l'université étant très intéressante, les études étant passionnantes, je ne me sentais pas obligatoirement très à ma place pour la suite, surtout pour faire un cursus classique, thèse, postdoc et autres, et faire de la recherche fondamentale. Donc ça m'a un petit peu travaillé, et bon an mal an, après cette maîtrise, j'ai intégré un cycle ingénieur, à l'époque à ICPI, Lyon, école de chimie, qui développait le génie chimique, et donc ICPI qui est devenu CPE depuis, en fusionnant avec les CIL. Je vous parle d'un temps qui vous parle plus ou moins. Donc cette double formation a été très intéressante, parce que formation d'ingénieur en complément d'une formation universitaire, c'était pas la même démarche, pas les mêmes apprentissages, et surtout un lien plus fort avec l'entreprise, avec l'industrie, avec le monde industriel, donc qui me convenait beaucoup mieux. À l'issue de tout ça, j'ai démarré mon activité, bien sûr, et je suis rentré dans une PME pour m'occuper d'instruments de laboratoire basés donc sur les réacteurs automatisés, ce genre de choses, donc tout à fait dans mon cursus. Et puis très vite, au sein de cette structure, par rapport à des fournisseurs divers, j'ai évolué vers de la mesure physique, que je ne connaissais pas du tout, ou que j'avais appréhendé très très peu au cours de mes études. Et puis la rhéologie, puisque c'est ce domaine-là, m'a passionné. J'ai découvert ce domaine, je me suis vraiment impliqué à ce niveau-là, avec les fournisseurs, avec les fabricants, auprès des clients. Et de fil en aiguille, je suis passé du labo vers une activité plus de formation au niveau des utilisateurs, pour mieux utiliser le matériel, les logiciels qui se développaient à l'époque. C'était le début. Et puis ensuite, tout un cursus qui s'est fait au fur et à mesure du temps vers un profil plus commercial, auquel je n'étais pas du tout formé, qu'on soit bien clair. Donc ça a pris du temps, mais les choses se sont faites très naturellement. Donc cette évolution, sans même changer de structure à l'époque et de société, en fait c'est fait naturellement et m'a apporté au cours d'un apprentissage de choses différentes sur l'aspect relationnel, l'aspect commercial, donc, et donc demander à évoluer et à apprendre en tout temps. De cette activité-là, l'activité s'est développée et nous sommes devenus fabricants. Et de fabricants, bien sûr, il a fallu développer du matériel, travailler avec des fabricants, avec des sous-traitants, et également donc, développer le réseau commercial à l'export. Et là, donc, j'ai développé tout un réseau commercial dans plus de 50 pays, sur environ 5 ans. Donc là, qui m'a amené effectivement à apprendre encore d'autres choses sur les relations humaines cette fois,
parce que chaque pays est différent et il a fallu vraiment développer d'autres choses. Mais c'était un nouveau challenge, c'était voilà, un nouveau métier, si l'on peut dire, hein, très loin de mon cursus originel, et qui me passionnait et qui vraiment m'a beaucoup apporté. Et puis il y a maintenant 2 ans, bon, je dirais les choses étant ce qu'elles sont, j'avais fait le tour un peu de tout ça et je souhaitais prendre un peu plus d'autonomie et c'est vrai que du coup j'ai quitté mon emploi et j'ai créé ma propre société, donc Cap Labo, depuis maintenant 1 an et demi, un peu plus, qui est une société donc de conseil, formation et d'accompagnement des structures qui sont les laboratoires de contrôle qualité, R&D, dans tout domaine d'activité. Agroalimentaire, cosmétique, pharmacie, automobile ou peinture. Donc ça, c'est des choses que j'ai découvertes au fil de mon expérience, bien sûr, et à travers les différentes casquettes que j'ai pu avoir après, bien au-delà de mes études, maintenant j'essaie de ramener tout ça et d'apporter justement ce service, cet accompagnement auprès de mes clients, qui peuvent être soit des utilisateurs, soit les fabricants de matériel, puisque je fais le lien un petit peu entre tout ça. Donc une expérience nouvelle, d'entrepreneur. Pour ceux qui étaient là juste avant, bon, vous avez vu ce que c'était. Donc je confirme qu'effectivement, il y a des choses on apprend encore, voilà, là, sur le management, sur l'aspect organisationnel et la stratégie, que ce soit marketing, commercial et bien sûr financière. Donc c'est des choses que je ne connaissais pas du tout et que j'apprends maintenant et c'est passionnant. Voilà, et donc un nouveau challenge et je dirais, voilà, l'illustration de notre table ronde aujourd'hui, je pense là, vraiment l'avoir vécu, sans y avoir réfléchi au préalable. Ce n'est pas un parcours auquel j'avais pensé quand j'avais votre âge, pas du tout. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Mais par contre, voilà, saisir des opportunités, voir son évolution personnelle et pouvoir effectivement rebondir et toujours, je dirais, apporter et apprendre. Vous n'avez pas cessé d'apprendre à la fin de vos études, ça, il faut vous le dire. Et vous allez vous remettre en question, vous allez vouloir apprendre d'autres choses, devoir apprendre d'autres choses, et puis au final, bon, ça va vous enrichir et vous donner d'autres perspectives tout au long de votre vie professionnelle, et c'est ce qui est important, puisqu'on y passe quand même beaucoup de temps, et c'est aussi du développement personnel. Voilà, j'espère pas être trop long, être assez clair, et voilà, on pourra rediscuter de tout ceci et de mon expérience avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. S'il y a 1 ou 2 questions assez précises sur cette intervention, vous pouvez les poser maintenant. Et puis après, bien sûr, on aura un temps pour la discussion. Moi, j'avais une question. Par exemple, vous avez fait beaucoup de travail vers l'international. Et est-ce que vous avez fait une expérience à l'étranger pour maîtriser la langue anglaise en priorité, mais non, j'ai pas eu d'expérience longue à l'étranger, bon, des expériences multiples et encore maintenant, je dirais, dans beaucoup de pays, très très divers. Donc effectivement, le problème de la langue, c'est un problème récurrent, donc c'était pas obligatoirement la chose favorite, puisque faisant des études scientifiques, on fait de l'anglais technique, essentiellement. Donc c'est vrai que quand il a fallu effectivement les premiers temps travailler avec des gens d'Asie ou Amérique, enfin États-Unis ou autres, c'était plutôt compliqué. En Europe, ça se passait relativement bien, parce que j'ai toujours eu des contacts avec des gens en Europe, allemands, suisses ou anglais. Mais c'est vrai que bon, pour les pays lointains, autres, je dirais les problèmes de culture qui peuvent se poser et qu'il faut appréhender, je dirais la langue c'est très important. Alors j'ai pas eu la chance, je dirais, de pouvoir séjourner très longtemps à l'étranger. Bon, je pense que c'est le cas maintenant à travers vos études. Moi à mon époque c'était pas le cas. Il y avait très très peu de gens, voire pas du tout, qui partaient à l'étranger. Bon, maintenant je pense que c'est quasi automatique, voire systématique, et en tout cas je vous engage à le faire, et le faire sérieusement, c'est-à-dire que vous y allez pour apprendre la langue, pas juste pour être avec les copains et prendre des vacances. Ça peut être sympa aussi, mais je dirais le but c'est que vraiment vous soyez très à l'aise avec l'anglais. Bon, les autres langues si vous voulez, mais l'anglais c'est quand même primordial, ça vous aide partout, dans tous les pays du monde, et il faut le faire. Après voilà, personnellement, j'ai repris des cours, bon, avec les instituts qui existent un peu partout, pour me remettre à niveau. Puis au bout d'un moment, bon, j'ai compris que personne ne parlait un anglais absolu, donc, enfin surtout les étrangers, sauf les Anglais peut-être. Et donc à partir de là, l'essentiel c'est aussi de se faire comprendre, de pouvoir communiquer, d'échanger.
Et personne ne va vous reprocher d'avoir fait une faute de grammaire ou de temps si vous savez bien expliquer ce que vous faites. Voilà, donc il faut aussi se mettre à l'aise avec tout ça. En France, pour ma part, je pense qu'on a un petit défaut, c'est de vouloir être perfectionniste à tout crin, et surtout pour les langues. Et c'est pas ce que vous allez vivre ensuite. Voilà, pour mon expérience. Merci. Lorraine ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, moi aussi je suis une ancienne de Lyon 1. J'ai fait une maîtrise de chimie physique à l'époque, ça commence à dater un petit peu. Et puis, à la suite de cette maîtrise, en fait, j'avais pas forcément envie de faire de recherche. Donc j'ai fait le choix de partir en école d'ingénieur parce que ça me semblait être une voie plus indiquée pour ensuite trouver du travail sans passer par la case recherche. Vous allez comprendre assez vite que c'était déjà une première idée reçue qui ne s'est pas avérée être la réalité pour moi. Donc j'ai fait ensuite une école d'ingénieur et donc je suis diplômée en chimie des matériaux. À la suite de cette école d'ingénieur, enfin en tout cas à la fin de cette étude de ces études, en fait j'ai fait un projet de fin d'études qui m'était demandé dans le cadre de mon cursus dans un grand groupe français et finalement j'ai commencé à travailler en recherche et développement. Bon, voilà, j'étais partie en école d'ingé pour pas passer par cette case-là, et puis je me suis dit, pourquoi pas. Donc, projet de fin d'études intéressant, et puis à la suite de ce projet de fin d'études, on m'a proposé un poste. Donc, jeune diplômée, on réfléchit un peu, on se dit, c'est pas forcément là où j'aurais choisi d'aller initialement, mais je pense que je peux pas refuser. Ça me plaisait, l'environnement me plaisait, donc je me suis dit, allez, j'y vais. Et puis ce choix m'a conduit à faire en fait un petit peu plus de 10 ans de R&D. Donc comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà, sur des projets très intéressants, dans un univers international, avec beaucoup de contacts à l'international, à la fois en interne avec des collègues dans les différentes usines, et puis aussi de manière ponctuelle des contacts avec les services achats chez nous, puisque je m'occupais de projets de développement de matériaux et que dans le cadre de ces développements, j'étais à la recherche de nouveaux matériaux, de nouveaux fournisseurs, de nouvelles solutions. Et puis en discutant avec mes collègues des achats, j'ai commencé à apprendre un peu ce que c'était que leur métier, comment ils fonctionnaient, quelles étaient leurs missions. Et tout ça a fait chemin. Je me suis dit, c'est intéressant. Il y a encore une partie, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a encore une partie technique forte. Mais voilà, on est plus ouvert à l'extérieur, on a des contacts avec les fournisseurs. J'ai commencé un petit peu à me sensibiliser aussi aux aspects commerciaux avec les fournisseurs, qu'est-ce qui était disponible, pour quel prix. Et voilà, ça a fait son bout de chemin. Et puis, au bout à peu près de 10 années de R&D, j'ai eu l'opportunité, toujours en interne, donc dans le même groupe, de pouvoir intégrer un poste qui dépendait effectivement des achats, mais qui s'appelait un poste de responsable techno-marketing. Donc en fait, en sein du département achat pour le groupe, donc en corporate, mes missions étaient de m'occuper de la partie technique des achats. Donc sourcing de nouveaux fournisseurs, comprendre ce que les fournisseurs développaient, aller chercher chez les fournisseurs des choses qu'on ne pouvait pas développer en propre. Donc ça restait un métier quand même encore très technique, mais avec une ouverture vers le marché des achats, vers les fournisseurs qui étaient cette fois nettement plus poussés. Toujours beaucoup d'international là-dedans, à la fois en interne par rapport aux usines, mais aussi par rapport au marché des fournisseurs. J'ai travaillé aussi bien avec la Corée qu'avec les États-Unis, qu'avec la Suède. Et puis au bout de 5 ans dans ce poste-là d'interfaçage où j'agissais aussi en binôme avec un acheteur pur, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une formation commerciale pure et qui connaissait moins la technique. Donc j'agissais en binôme avec lui pour discuter avec les usines et les fournisseurs, donc lui apporter aussi cette connaissance-là, l'aider à monter les phases de négociation, en ayant les bons arguments. Et donc au bout de 5 ans, j'ai eu la possibilité d'évoluer sur un poste achat pur. Donc désormais, je suis acheteuse de matières premières. Je reste dans un environnement technique fort, donc
toute ma formation, toute mon expérience dans R&D me sert au quotidien, à la fois en interne pour comprendre les besoins des usines, pour comprendre les limites de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire, pour trouver des manières de contourner ces limites, mais aussi ça me sert tous les jours dans les discussions avec les fournisseurs, puisque j'achète des matières qui sont relativement techniques, donc c'est important de comprendre comment on les travaille, ce qu'on va en faire, quelles sont leurs limites. Et ça me permet aussi d'argumenter et de choisir les bons fournisseurs, de les sélectionner sur la base des besoins, voilà, en ayant tout ceci en tête. Donc je pense que ça serait très difficile de faire le métier que je fais actuellement sans avoir eu ce background technique. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une composante de ce que je fais. Et l'essentiel de ce que je fais aujourd'hui, ça reste, je dirais, je suis encore à 40% dans la partie technique et vraiment 60% travail commercial, achat, fourniture, de négociation de matières plastiques. Donc voilà un petit peu pour mon cheminement. Tout ceci s'est fait à nouveau assez naturellement. Voilà, j'avais quelques a priori qui sont tombés assez vite à l'eau. Et puis c'est une question d'opportunité, d'envie aussi, parce que c'est vrai que j'ai fait 10 ans de R&D, mais je dirais assez rapidement, j'ai eu une envie un petit peu d'évolution. Donc ça s'est fait petit à petit. J'ai capté des missions dans mon poste de R&D pour justement m'ouvrir sur cette partie achat, sur cette partie business. Et puis ça s'est renforcé jusqu'au moment où voilà, j'ai sauté le pas en basculant du côté des achats, mais en conservant une composante technique forte. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis 100% achat. Très contente. Je me sers voilà, de toutes ces expériences que je me suis créées en interne. J'ai fait quelques formations aussi inter-entreprises, voilà, pour acquérir des techniques que je ne maîtrisais pas forcément. Mais je dirais que l'évolution et l'expérience, elle s'est acquise un petit peu sur le tas en travaillant sur différents projets et en discutant en interne avec mes différents collègues. Voilà, donc comme quoi... je me suis vue rentrer tout à l'heure dans le double mix en me disant « Ouh là là, il y a quelques années, c'était toi qui rentrais ». Je me souviens d'avoir fait des allées et venues dans les stands en me disant oh, « Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Choisis bien, ça va être définitif, tu feras ça tout le temps, il ne faut surtout pas te planter sur ton choix ». Si vous êtes dans ce cas-là aujourd'hui, je voudrais vous rassurer, on se reverra peut-être dans quelques années dans ce genre d'événement, table ronde. Je suis assez convaincue que personne ici dans cette salle ne fera le métier qu'il avait pensé faire au bout de 5 ou 10 ans. J'en suis quasiment persuadée, que ce soit dans la même entreprise ou dans une autre entreprise. À nouveau, la vie nous fait évoluer. C'est en travaillant qu'on acquiert de l'expérience, qu'on affine ses besoins, ses envies, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. On acquiert des bonnes expériences, on acquiert des mauvaises expériences. Donc surtout, soyez relax pendant cette journée. Renseignez-vous, soyez ouverts. Et puis, lancez-vous et vous verrez que de toute façon, vous évoluerez d'une manière ou d'une autre. Donc, pas de souci. Je ne pense pas que vous choisissiez un métier pour la vie. En tout cas, moi, c'est mon témoignage. Aujourd'hui, il y a quelques années de ça, j'aurais jamais pensé faire ce que je faisais aujourd'hui. Et je suis très contente de faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Très beau témoignage. Je ne sais plus quoi dire derrière. Donc, moi, c'est David. Vous allez voir, je vais vous raconter un peu ma vie, mais c'est comme Philippe et Lorraine, c'est juste une succession de coups de bol, parfois de déception, mais voilà, c'est juste le fil de la vie qui nous a poussés jusque-là. Donc moi, je suis aussi issu de Lyon 1, c'est pour ça que j'y reviens régulièrement. J'ai commencé par des études de biologie parce que juste, je ne savais pas quoi faire d'autre et que ça me plaisait bien. Et puis assez rapidement, à l'instar de Philippe, je me suis dit, bon, bah, ok, je suis en licence de biologie, je ne me vois pas travailler là-dedans, je ne me vois pas poursuivre vers une thèse, à l'époque ça s'appelait un DEA, et puis une thèse, donc voilà, il faut que je fasse autre chose. Et là, il s'est produit un premier coup de bol, c'est qu'avec des copains, on avait monté, ce qui est peut-être l'ancêtre de ce forum-là, on avait monté un forum qui visait à faire rencontrer des entreprises et des étudiants. Et en tant qu'organisateur de ce forum... Mesdames et messieurs les exposants, oui.
On est d'accord. J'ai été repéré par la direction de ce qui est devenu maintenant un Master Pro, qui est dans le bâtiment Astrée, et qui sélectionnait des étudiants plus sur profil. Et ce qui était intéressant dans ce mode de recrutement, c'est que on considérait qu'on recrutait surtout des personnalités. Et gardez ça en tête, c'est votre personnalité tout au long de votre carrière comptera beaucoup plus que les études que vous avez faites, que votre niveau scolaire. Donc j'ai pu intégrer ce Master Pro qui m'a permis juste de me lancer dans la vie professionnelle. Donc un Master Pro en maîtrise des risques industriels, donc assez loin de la biologie, assez loin de ce que je voulais faire, mais finalement, voilà, j'y trouvais quand même un intérêt technique. Et ce qui m'a permis de cranter, voilà, de saisir la première branche, de commencer à travailler dans ce domaine-là. D'abord en région lyonnaise, ensuite en région parisienne, puis après je suis revenu en région lyonnaise, soit pour des clients, soit pour des structures industrielles, soit pour des ingénieries. Et puis au bout de peut-être 10 ans, voilà, j'avais fait le tour, j'avais encore une fois une évolution qui se fait assez naturellement, qui n'est pas forcément toujours très réfléchie. De vraiment l'intervention en maîtrise des risques industriels, je suis passé sur de l'organisation d'entreprise parce que ça m'intéressait un peu plus. En même temps, il y avait des clients qui me demandaient sur ces aspects-là. J'ai fait que suivre. Hein. Oui, il y avait une certaine envie de ma part d'évoluer là-dessus, mais j'ai juste saisi une opportunité, en fait. Et puis après, j'en ai eu marre. Je me déplaçais beaucoup. Je partais le dimanche soir, je revenais le vendredi soir ou le samedi matin. Donc voilà, c'était pas tout à fait compatible. Je voyais plus mes copains, c'était pas tout à fait compatible avec une vie privée. Là, j'ai eu un moment où j'ai le sentiment, pour la première fois, de faire un choix. En tout cas, d'aller chercher autre chose et de le vouloir vraiment. Donc je me suis orienté vers la gestion de projet tout en restant dans la même entreprise qui est une société d'ingénierie qui, je pense, doit avoir un stand ici. Voilà, j'ai basculé chef de projet. Et j'ai commencé à apprendre sur le tas. J'ai jamais eu de formation en gestion de projet, juste mon expérience à gérer moi mes propres interventions, etc. J'ai appris au contact de collègues, au contact de mentors. Et puis je me suis mis à piloter des projets sur lesquels je comprenais absolument rien. Je pilotais des ingénieurs, je pilotais des docteurs, je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient. Moi, on me demandait juste de piloter du projet, de faire du planning, de mettre les gens au bon endroit, de m'assurer qu'ils étaient heureux, qu'ils travaillaient bien, que le client était content, que le résultat correspondait à ce qu'on voulait. Et c'était tout. Et puis il y a quelques années, donc toujours en restant dans la gestion de projet, bon, j'ai évolué un petit peu, j'ai pris de chef de projet, je suis passé directeur de projet, c'est-à-dire que je pilotais plusieurs projets. Donc je me suis mis comme ça à encadrer des chefs de projet. Et puis j'ai changé d'entreprise, mais finalement pour faire la même chose. Et aujourd'hui, je pilote, on va dire, tous les projets que réalise mon entreprise qui s'appelle OSI, tous les projets qu'elle réalise dans l'énergie. J'ai pas une formation dans le nucléaire, pour autant tous mes clients sont dans le nucléaire. Aujourd'hui, et encore une fois, aujourd'hui mon métier au quotidien, c'est du management, beaucoup de relationnel avec les gens que j'encadre, beaucoup de relationnel avec des clients, c'est oui du management de projet, mais que j'ai appris finalement sur le tas, par des formations qui sont venues par la suite. Et si on réduit ça à des choses très concrètes, tous les jours, je lis des mails, je fais du Excel, je fais du Word, je fais du PowerPoint, et c'est juste ça. Tout le reste, je ne l'ai pas appris à l'école, je l'ai appris sur le tas, je l'ai appris par moi-même. C'est juste des envies, c'est juste des opportunités qu'on saisit. Il n'y a pas de prédestination. Bien sûr, ce que j'ai fait a nécessité parfois des prises de conscience et des volontés de changer. Mais finalement peut-être que 2 fois, 3 fois. Le reste du temps, c'est juste des opportunités qui se présentent, qu'on saisit ou qu'on ne saisit pas. Il y en a plein que j'ai laissé passer, soit parce que je ne les ai pas vus, soit parce que ça ne m'intéressait pas. Peut-être que si je les avais saisis, je ferais autre chose, je serais ailleurs, j'en sais rien.
Mais voilà, une carrière professionnelle, c'est, enfin, en tout cas pour ma part, hein, c'est pas forcément toujours très maîtrisé. Je suis très content de ce que je fais aujourd'hui, j'ai envie de continuer, j'ai encore envie de progresser. Je m'intéresse à d'autres sujets parce que je me dis que bon, bah, là, ce que je fais, au bout de dans 2-3 ans, peut-être que je vais m'ennuyer, donc je commence à m'intéresser à d'autres métiers, à encadrer d'autres projets, peut-être plus dans l'informatique, ce qui est absolument pas mon domaine. Mais c'est pas grave, parce qu'on ne me demande pas d'être expert dans les domaines que j'encadre. Donc voilà un petit peu mon retour d'expérience. Et finalement, quand je regarde un petit peu comment j'ai démarré, je me dis que l'important c'est de démarrer, à la limite, peu importe sur quoi. Ce qui compte après, c'est la personnalité et la volonté peut-être d'évoluer ou de rester où on est, et c'est très bien, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. C'est de très vite identifier quelqu'un de plus expérimenté dans votre entourage qui peut vous encadrer, qui peut vous montrer le chemin. Moi j'ai eu un mentor, je me souviens, j'étais très complexé, moi je sortais de l'université, lui il avait fait X-Mine, donc à peu près ce qui se fait de mieux en France. Et il me disait, mais t'inquiète pas, moi de mes années sup, spé, et X et puis mine, ce que je retiens c'est plus, moins, diviser et faire un produit en croix. Et c'est exactement ça, c'est tout ce qui nous reste aujourd'hui de nos études. Bien sûr, nos études nous apportent un contexte, nous apportent un fond, une compréhension, mais surtout nos études nous apprennent à travailler. Hein, on n'apprend pas forcément un métier, on apprend à travailler, on apprend à apprendre. Donc voilà, mon premier mentor, il m'a appris ça. Il m'a dit, toi, t'es fait pour encadrer des gens. À l'époque, j'osais à peine rentrer dans une boulangerie pour acheter du pain. Et aujourd'hui, je tiens un micro. Bon, ça s'est juste fait progressivement. D'accord ? Donc l'important c'est de cranter, l'important c'est de se trouver quelqu'un qui peut nous donner des conseils, qui peut nous orienter, quelqu'un à qui on a confiance. Et puis, in fine, on se rend compte que cette personne en qui on peut avoir confiance, au bout d'un moment, c'est nous-mêmes. Il ne faut pas avoir peur de faire des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on ne comprend pas. On a juste une grosse capacité à apprendre, surtout quand on a fait l'université. On a eu juste une grosse capacité à évoluer. Il faut juste avoir confiance en soi, avoir confiance en la vie. Se laisser porter un peu, de temps en temps, et ça en général ça intervient vers la trentaine, vers 30 ans on sait ce qu'on... Je sais pas si on sait ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on veut plus. Voilà, et il faut savoir s'écouter vers cet âge-là. Hein, voilà, donc ça peut être dans la vie perso ou dans la vie professionnelle. Voilà, vers la trentaine on sait ce qu'on veut plus. Et donc, à partir de là, on fait des choix, ou en tout cas, on refuse de faire des choses. Et puis, de toute façon, les opportunités se présentent toujours. Je vois aujourd'hui, je suis en position de recruter des gens. Je ne suis pas là pour les évaluer techniquement. Hein. Il y a des gens qui les évaluent techniquement pour moi. Moi, j'en suis tout à fait incapable. Moi, je recrute des gens sur la personnalité. Et le choix se fait finalement... très vite. Hein. Je sais si je recrute une personne au bout de quelques secondes. J'ai pas besoin de l'entendre parler pendant 1 heure. Quand je fais des entretiens d'1 heure, enfin c'est plutôt rare. Les entretiens, ils sont souvent courts. Soit ils sont courts parce qu'on n'a rien à se dire et que c'est pas la bonne personne. Soit ils sont courts parce que tout de suite, voilà, je suis tombé amoureux de la personne et j'ai envie de travailler avec elle. Donc la personnalité compte énormément. Donc jouez tout là-dessus, les quelques premières secondes, la présentation, la confiance en vous. Après, à chaque personnalité correspond aussi un métier. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt attiré par des personnes qui ont une bonne perso, dans le sens où les gens ont beaucoup d'assurance, où les gens savent ce qu'ils veulent, où ont envie d'évoluer, etc. Mais ça, c'est pas pour tous les postes. Aujourd'hui, je recrute des gens qui restent plantés derrière une machine, derrière des écrans et qui vont faire leur carrière là-dedans. J'ai pas besoin qu'ils sachent négocier avec un client, qu'ils aient une personnalité de fou. Au contraire, dans la gestion d'une équipe, j'ai pas forcément besoin de super tempérament parce que après, on a tendance à, enfin voilà, on peut provoquer des déséquilibres. Donc faites-vous confiance à la vie aussi. Dépêchez-vous, ayez confiance pour cranter sur un premier job et puis à partir de là, c'est parti et vous arriverez forcément quelque part. Sandrine ? Je sais pas si... Oui, moi je souhaiterais rebondir et revenir sur 3 points.
Le premier, c'est effectivement mettez le pied à l'étrier. Vous vous posez plein de questions, vous hésitez. Je pense que ce qui est important, c'est de rentrer dans la vie active. La preuve, enfin, si je prends mon parcours, effectivement, moi j'ai dit je continue pas à Lyon 1 parce que je veux pas faire de recherche, je veux pas faire de thèse. Au final, j'ai fait 10 ans de R&D. Voilà, mais je suis rentrée dans la vie active, je me suis fait une expérience et je pense que ce qui est important, c'est voilà, c'est vous faire une expérience. C'est pour ça que si vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, obligatoirement dans vos cursus, ou vous créez des opportunités de stage dans des entreprises, c'est toujours une bonne chose parce que ça vous permet d'affiner votre vision de ce que vous voulez faire ou de ce que vous ne souhaitez pas faire. Ça, c'est le premier point. Ça crée aussi une expérience parce que le jour où vous allez passer un entretien d'embauche entre quelqu'un qui aura aucune expérience et quelqu'un qui aura un stage par-ci, une expérience associative par ailleurs, voilà, ça montre justement des traits de votre personnalité et c'est aussi la transition que je souhaite faire. Donc, mettre le pied à l'étrier, je pense que c'est le plus important. Après, vous évoluerez petit à petit, plus vite, via des formations, sur le tas, peu importe. C'est aussi votre personnalité qui va faire que vous allez utiliser telle ou telle méthode. La deuxième méthode, c'est effectivement, le deuxième point que je souhaite reprendre, c'est effectivement la personnalité. Je pense que ça, c'est important de vous connaître au maximum. C'est pour ça que toutes ces expériences vont vous aider aussi à savoir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Et ne pas cacher votre personnalité, ne pas avoir peur d'apprendre et ne pas avoir peur aussi de ne pas connaître les choses. Moi, je me souviens, jeune ingénieur, chef de projet aussi, me retrouver dans des réunions où je comprenais rien à rien et avoir envie de passer sous la table en me disant « mais non, il faut que ça s'arrête, c'est horrible, etc. » Parce que j'avais une trouille-feuille, parce que j'étais stressée, parce que je pensais qu'il fallait que je connaisse tout sur tout. Non. Non, on vous demandera rarement ça. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est de travailler, c'est d'être ouvert, c'est d'être curieux. Ça, oui, ça, c'est important. Et ça, c'est des traits de personnalité que vous devez travailler. Et c'est des choses qui vous aideront toujours, quel que soit le métier, quel que soit le secteur d'activité. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et le troisième point, je crois que j'ai oublié mon troisième point, donc je reviendrai dessus après, je ne sais plus. Pour ma part, oui, j'approuve totalement ce qui a été dit. Et si je voulais un petit peu aussi rajouter quelques points, déjà sur ce qu'on souhaite ou pas, effectivement, ça s'arrête pas à la trentaine, hein, ça s'arrange pas avec l'âge, je vous le confirme. On est de plus en plus exigeant et il y a beaucoup de choses qu'on refuse et c'est tant mieux. Après, donc sur ce que j'appellerais l'adaptabilité. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre, effectivement, nos exemples sont là pour le prouver, et au cours de votre vie professionnelle, vous allez avoir à vous adapter. La chance que vous avez, c'est ayant fait des études, et surtout à l'université, je dirais, vous avez cette capacité-là, parce qu'on vous a demandé beaucoup d'autonomie. On vous a demandé à vous adapter, à travailler par vous-même, à sélectionner, à synthétiser et autres. Donc ça, cet esprit-là, je dirais, vous allez le garder. Et donc vous allez apprendre de nouvelles choses, c'est ce qu'on vous a tous dit. Vous allez effectivement évoluer, vous allez faire votre propre autocritique, vous allez pouvoir effectivement faire des choix, parce qu'il y aura toujours des choix à faire. Alors un choix, oui, on se lance dans une voie et puis on en abandonne une. Hein. Ça, c'est la vie. Quel que soit le cas. Mais je dirais donc ça, vous avez cette capacité-là. Et au stade où j'en suis, je pense que je peux bien en attester tout au long de votre vie, tout ce que vous avez appris, même si ce n'est pas sur le fond, c'est-à-dire bien sûr, surtout en filière scientifique, tout évolue. Et moi, ce que j'ai appris à l'époque, maintenant, ils l'apprennent en 6e. Voilà, donc bon, c'est comme ça. Mais je dirais, n'empêche que voilà, vous avez cette capacité à apprendre, à vous adapter, parce que vous savez synthétiser des informations, vous saurez faire un choix, et ça c'est hyper important, ne l'oubliez jamais. Et encore une fois, l'université, et Lyon en particulier, donne des très très bonnes formations à ce niveau-là. Et ça, vous n'allez pas le perdre, et ne vous sentez pas, je dirais, en infériorité par rapport à des ingénieurs ou par rapport à d'autres filières. C'est pas vrai du tout, pour avoir fait les deux, je pense que je suis pas le seul. L'université apprend de très bonnes choses, et apprend surtout à être autonome et à pouvoir bien être individualisé. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête quand vous allez chercher du boulot et quand vous allez évoluer dans votre carrière. Dernier point, pour rebondir sur ce que venait de dire Lorraine, les stages, c'est hyper important. Et si vous êtes encore en choix de comment finir, entre guillemets, ou terminer votre cursus, pensez aux filières alternantes.
enfin alternative, je ne sais pas comment on dit, mais filière en alternance. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, parce que là, vous mettez le pied vraiment à l'étrier dans une société. Ce n'est pas pour la vie non plus, c'est pour 1 an au maximum, hein, ou 2 ans quelquefois. Donc vous vous engagez pas, si ça ne vous plaît pas, bah, vous ne resterez pas. Hein. Après, il faut aussi qu'ils veuillent vous garder, ça c'est d'autres dilemmes. Mais c'est une très très bonne, vous sortez d'ici avec de l'expérience. Hein. Donc il y a différentes formations comme ça, allez voir les stands, hein, on pourra en reparler. N'hésitez pas à faire ça. L'alternance, c'est vraiment très très recherché actuellement, pas qu'en France. Et c'est vraiment le bon moyen de se dire, tiens, est-ce que finalement c'est la filière qui m'intéresse? Bon, c'est pas le cas, eh ben, c'est pas grave, je vais voir ailleurs. Mais, et si c'est le cas, ben, au moins vous partez avec de l'expérience. Hein, voilà. Alors, merci à tous les 3 pour cette belle description de vos parcours. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Alors moi j'aurais aimé savoir si toutes les opportunités que vous avez eues, c'est pas parce que vous étiez dans des grandes entreprises. Parce que peut-être que non, pas forcément. Enfin, pour ma part, je réponds, excuse-moi. Non, moi, les opportunités se sont créées au sein d'une petite entreprise, parce que l'activité elle-même a évolué. Hein, quand j'ai parlé de parcours à l'étranger, de parcours commerciaux ou autres, bon, ben, j'étais dans cette entreprise et bon, j'ai accepté effectivement d'évoluer. Et ça s'est fait voilà, dans ce cadre-là. Donc, moi, j'ai jamais travaillé dans un grand groupe. Hein, donc, l'évolution, je pense qu'elle peut se faire effectivement au sein des grands groupes, mais également au sein de PME ou voilà, d'autres structures. J'ai envie de dire même au contraire, parce que souvent dans les grandes entreprises, chacun a sa fonction, c'est relativement cloisonné, alors que dans une petite entreprise, tout le monde fait tout. J'ai bossé dans des petites entreprises, moi j'avais mon poste, mais je faisais des achats. Quand le directeur n'était pas là, je le remplaçais. Je faisais des recrutements, je faisais des ressources humaines. Quand la personne de la paye n'était pas là, je me suis trouvé à faire des fiches de paye. Et donc, voilà, l'évolution se fait encore plus vite dans les petites entreprises parce que nécessairement, tout le monde touche à tout. D'accord ? Donc, il n'y a pas que la voie des grandes entreprises pour évoluer, heureusement. Et puis, peut-être une précision par rapport à ce qu'on dit tous. On a tous des personnalités. D'ailleurs, si on est là, c'est parce qu'on est assez ouvert vers les autres. Je voudrais rassurer aussi les timides. Il y a du job pour tout le monde, il y a des postes pour tout le monde. Et il y a surtout des postes où il ne faut pas être comme nous. Des postes où nous, on serait malheureux. J'ai dans mes équipes des gens qui, comme je vous le disais, qui sont toujours planqués derrière des machines et ça leur va très bien. Quand je leur demande de discuter avec des gens, ils ne veulent pas, ne serait-ce que me dire bonjour, ils n'osent pas parce que... Ils sont très timides, donc s'il y a des timides dans la salle, rassurez-vous, il y a même du job pour les no-life. Hein. Et pour rebondir un peu avec ce qui vient d'être dit, je pense qu'aussi, en fonction de votre personnalité, vous serez mieux dans une grande entreprise ou mieux dans une petite entreprise. Et donc, il faut vraiment vous connaître, et c'est vrai que ça a été soulevé, je pense que c'est important que vous fassiez le bilan sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, comment vous voyez votre vie professionnelle par... comparaison, enfin je veux dire avec, pardon, pas par comparaison, mais surtout avec votre vie personnelle aussi. Et donc il faut aller dans les endroits où vous vous sentirez bien. Si vous avez envie de toucher un peu à tout et d'avoir une vision globale, c'est peut-être pas une grosse entreprise qu'il faut cibler, mais plutôt une petite. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Oui, je pense que ce qui est difficile à votre âge, voilà, c'est de faire des choix et de savoir. Alors, il y en a quelques-uns qui savent exactement ce qu'ils veulent faire et puis ils font ça. Ils vont foncer dedans. Il y en a d'autres qui statent. Bon, bref. Et je pense que oui, vous n'avez pas d'expérience professionnelle, mais à nouveau, voilà, il faut regarder votre personnalité et il faut regarder comment vous fonctionnez dans la vie. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Vous êtes plutôt sport co, vous êtes plutôt sport individuel, vous êtes plutôt voilà. C'est ces choses-là qu'il faut que vous creusiez aussi pour vous projeter dans le monde professionnel. Je pense aussi que c'est rare de refuser une interview téléphonique si vous avez la possibilité d'avoir des contacts et des choses comme ça pour vous renseigner sur certains métiers. Il n'y a pas besoin de passer des heures avec quelqu'un pour comprendre comment elle fonctionne, ce qu'elle fait, avec qui elle a des contacts au quotidien dans son métier. Et voilà, ça vous permet de raccrocher en vous disant bof, pourquoi pas, oui, super. Voilà, donc n'hésitez pas auprès de vos parents, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos cousines, etc. Vous connaissez des gens, interrogez-les.
Est-ce que vous savez vraiment ce qu'il faut au quotidien ? Voilà, ça prend une demi-heure et ça vous permet aussi d'affiner sur quoi vous pourriez vous orienter ou ceux qu'il faut absolument abandonner. Et on néglige, je pense, trop souvent ça. Oui, vous côtoyez plein de gens à côté de vous pour des sports, pour la musique, et vous ne savez pas ce qu'ils font. Déjà, interrogez-les, parlez avec eux pour savoir si leur métier pourrait être votre métier à court terme, à moyen terme ou à long terme. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et personne ne vous refusera de vous donner quelques explications sur ce qu'il fait dans son job. D'autres questions ? Il y a un autre point qu'on a discuté ensemble et qu'on aimerait vous transmettre aussi, c'est que de toute façon, dans 20 ans, vous ne serez pas les mêmes. Et vous aurez d'autres envies, vous serez complètement différents d'aujourd'hui. Donc il ne faut surtout pas vous dire que vous vous engagez définitivement aujourd'hui, parce que de toute façon, dans 10 ans, peut-être même avant, vous aurez envie de faire d'autres choses. Alors ici, on a des exemples de personnes qui ont quand même changé, des fois de manière assez drastique, je dirais, dans leur carrière professionnelle. Moi, je peux vous parler de ma carrière professionnelle à moi, qui est beaucoup plus linéaire. J'ai beaucoup de mes étudiants ici. Si on m'avait dit en licence que je ferais de l'enseignement génétique, je vous aurais vraiment ri au nez en vous disant vous pouvez épargner toutes vos économies, c'est pas possible, je déteste ça. Et puis finalement, les années passant, j'ai eu l'opportunité de faire de l'enseignement et j'étais très timide aussi. Je me serais mise sous la table plus jeune et je me suis rendu compte que c'était possible de maîtriser son stress et d'arriver à parler devant des centaines d'étudiants dans un amphi et de créer un contact avec eux. Et donc je me suis dit, tiens, ça me plaît bien, j'ai bien envie de continuer dans cette voie-là. Donc après, j'ai fait des post-doctorats après ma thèse. J'ai eu mon concours de maître de conférence. Et puis aujourd'hui, je ne fais pas 50% de recherche et 50% d'enseignement. Je pense que je fais 80% d'enseignement et 20% de recherche. C'est mon choix. Donc j'ai choisi des missions parce que j'ai eu la possibilité de choisir ces missions-là qui font que mon métier il est sans doute différent de ma collègue qui fait, elle, peut-être 70% de recherche et que 30% d'enseignement. Et c'est très bien comme ça. On a chacun notre place. Et l'essentiel, je dirais, c'est vraiment de se faire plaisir et d'aller dans des fonctions et des missions dans lesquelles vous êtes performant et dans lesquelles surtout vous vous faites plaisir. Je pense que c'est vraiment très, très important. Et surtout, il faut faire vos choix en pleine conscience et pas écouter ce qu'on vous dit à côté, pas subir une pression qui n'a pas lieu d'être. C'est votre carrière à vous. Et si vous êtes bien, vous faites du bon travail, je pense. Donc c'est vraiment le plus important, finalement, c'est ce qui compte. Et tous vos collègues ont à y gagner aussi, je pense. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir ? Je veux juste préciser par rapport à ce que vient de dire Sandrine, que bien sûr, vous allez évoluer, et donc dans 20 ans, vous ne serez plus les mêmes et vous aurez d'autres envies, on est là pour le prouver. Mais le travail, le monde du travail aura évolué aussi, comme il a déjà évolué pour nous, et donc pour vous, ça va encore s'accélérer et changer. Donc les métiers que vous allez prendre en main, je dirais, dès maintenant, de toute façon, existeront ou pas dans 20 ans, et il y en aura d'autres, voilà, et vers lesquels vous évoluerez sans problème. C'est votre évolution et l'évolution aussi de la société et du monde du travail, ça vous y échapperez pas. Hein, mais tant mieux, je dirais, hein, c'est la vie. Oui, on est forcément d'accord. Philippe, quand il a commencé à travailler, il travaillait sur une machine à écrire. Hein. Pardon. Bonjour, j'avais une petite question. Je voulais savoir, surtout pour Monsieur Portail et Madame Bayon, pourquoi après votre maîtrise, vous avez fait une école d'ingénieur et qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, à l'époque, moi j'avais en tête que si je continuais dans le cursus universitaire, c'était justement plutôt pour faire de la recherche et j'avais pas envie de faire une thèse, un DEA, un postdoc, etc. Ça, c'était la première chose. Et qu'effectivement, j'avais aussi en tête à l'époque que j'aurais un enseignement plus pratique pour justement trouver, pour entrer sur le marché du travail. Plus tout ce qu'on entend dire dans son entourage personnel, proche ou un peu plus éloigné. Voilà, donc il y a eu une part de choix, il y a eu une part aussi voilà, d'infos, intox de l'époque, ou en tout cas de mauvaises informations à l'époque. Ça remonte aussi, donc je pense que ce qui est valable aujourd'hui, c'était pas forcément valable à l'époque. Voilà, bon, peu importe. Mais moi, c'était pas faire je me destinais pas à la recherche. Et je pensais que le diplôme d'ingénieur me permettrait de basculer dans la vie active pratique plus rapidement. Oui, donc de même pour moi, et je l'avais anticipé puisque dès la maîtrise, j'avais fait donc cette maîtrise expérimentale qui n'existe plus de génie microbiologique et où nous étions 12 et qui avait une visée, je dirais, professionnelle, professionnalisante. Sauf que le monde de l'entreprise et le monde de l'université à l'époque, je parle de 1984, était vraiment très très éloigné, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, tant mieux. Et de ce fait-là, après la maîtrise, les 12, il y en a 8 qui sont partis en thèse, DEA thèse, et les 4 autres en école d'ingénieur. Voilà. Donc, j'irais parce qu'il n'y avait pas de solution, professionnalisante immédiatement après. Donc, ça a bien changé. Hein. Alors après, sur l'aspect double compétence ou double cursus ou autre, ça, c'est toujours du plus. Hein. Prenez-le comme ça. C'est bien si vous pouvez effectivement faire des choses différentes ou dans des milieux différents. Ça peut être qu'un plus pour vous, bien sûr pour trouver du travail, mais surtout pour vous enrichir et dans la manière de penser et d'agir. Après, voilà, on n'en a pas toujours le temps, les moyens ou l'envie, hein, ça c'est pas grave non plus. Hein. Mais ce qui est important, c'est que maintenant, voilà, entre autres, l'université le prouve avec une journée comme aujourd'hui, et à travers, encore une fois, ces filières professionnalisantes et autres, a beaucoup évolué. Donc je pense que c'est pas justifié maintenant, obligatoirement, de faire une école d'ingé après avoir fait la fac pour intégrer le monde industriel. Voilà. À l'époque, c'était quand même un petit peu plus le cas, pour être très honnête. Voilà. Je voudrais juste ajouter un point pour ceux qui tergiversent de continuer vraiment dans des activités très scientifiques et puis s'orienter sur des activités, on va dire, plus business, commercial, etc. On peut évoluer dans tous les sens et jamais rien n'est impossible. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est quand même plus simple, si vous tergiversez, de vous faire une première expérience technique. Vous pourrez toujours basculer dans du commercial, dans du marketing, dans des achats, des choses comme ça. Par contre, si vous partez d'ores et déjà dans une fonction commerciale, marketing ou autre, ça sera quand même beaucoup plus complexe de repartir sur une activité technique. Il ne faut pas dire impossible, jamais rien n'est impossible. Mais voilà, si vous avez ces hésitations-là et ces questionnements-là, faites-vous votre expérience dans la partie technique, en R&D ou pas forcément, mais voilà, dans le domaine technique, et puis vous basculerez avec une formation sur le tas ou avec une formation spécifique. Dans l'autre sens, c'est quand même un petit peu plus compliqué. J'ai une idée qui me vient là, au travers de nos 3 profils. Vous avez des exemples d'évolution transverse. En fait, on peut évoluer sur 2 axes. Soit on évolue en abordant des métiers différents, c'est ce qui nous est arrivé, mais aussi on peut évoluer verticalement, c'est-à-dire rester dans son domaine d'expertise et devenir de plus en plus expert, en fait. Donc il y a aussi cette évolution-là qui est possible. J'ai des gens dans mes équipes que je fais évoluer sur d'autres fonctions, mais d'autres, ils sont très contents, ils sont devenus, enfin, ils aiment, ils ont une appétence technique pour ce qu'ils font au quotidien, ils n'envisagent surtout pas de changer. Eh bien, je les fais évoluer sur des rôles de référents techniques, sur des rôles de spécialistes, ils deviennent hyper pointus dans leur domaine, et c'est aussi un mode d'évolution. C'est certes peut-être beaucoup moins spectaculaire que de passer et j'ai un cas dans mon équipe, de prof d'histoire à directeur de cirque, à directeur de projet. Oui, c'est moins spectaculaire, mais il y a aussi donc des évolutions qui sont verticales, qui permettent de rester dans le même métier.
Et c'est très bien aussi. Alors je vais demander à nos 3 intervenants si vous voulez dire encore un petit mot, les conseiller pour la suite. Alors je crois que ce qu'il faut retenir, c'est surtout n'ayez pas peur de l'avenir. Ne vous dites pas aujourd'hui c'est le choix de ma vie. Écoutez-vous, faites en fonction de ce que vous aimez, ce dans quoi vous êtes plutôt compétent. C'est sûr que d'aller vers des domaines où on n'est pas du tout compétent et où on n'a pas de facilité, ça devient un peu plus compliqué, mais ça se tente aussi. Il faut prendre des risques aussi, on a vu, des fois dans sa vie, il faut prendre des risques, il faut laisser un travail qu'on connaît bien, un poste qu'on connaît bien et aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, laisser des collègues avec qui on s'entend bien. Mais c'est important aussi d'évoluer. Je crois que, en fait, on s'ennuie au bout d'un moment. Enfin, il y a des personnes qui s'ennuient peut-être pas, mais on est quand même très nombreux à s'ennuyer au bout d'un moment. Quand on a toujours les mêmes missions, ça devient routinier et il arrive un jour où on se dit, faut que j'apporte du nouveau parce qu'autrement, je serai plus assez performant, j'aurai plus envie de venir travailler. Et là, c'est le moment de changer, même si c'est prendre des risques. Donc ça, c'est vraiment important. Et surtout, pas hésiter. Moi, je suis d'accord aussi avec tout ce qui a été dit, c'est qu'il faut discuter autour de vous. C'est souvent des opportunités. C'est vous qui créez aussi vos opportunités, mais c'est aussi des opportunités qui vous arrivent comme ça. C'était pas prévu. Vous rencontrez quelqu'un sur un forum et qui vous dit tiens, nous on cherche ce profil-là. Ah bon, tiens, ça pourrait me correspondre. Je vais essayer de postuler. Et puis vous rentrez dans une structure pendant quelques années et voilà, c'est comme ça. Ça se passe souvent comme ça. Je vais juste repasser un tout petit peu la parole pour conclure. Il n'y a vraiment plus aucune question ? Non ? Oui. Pour conclure, je dirais surtout, mon avis est qu'on ne peut pas, et de moins en moins, je dirais, vu la période actuelle, avoir de plan de carrière. C'est des choses qui existaient peut-être possibles il y a une trentaine d'années et encore. Et puis c'est bien de ne pas en avoir parce que, comme on l'a tous dit, il faut profiter des opportunités, s'écouter, voir effectivement qu'est-ce qui nous plaît dans ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui et vers quoi on peut aspirer. Et puis pas trop se poser de questions, surtout au stade où vous en êtes. Bon, encore une fois, vous avez tout ce qu'il faut au niveau background, au niveau capacité de vous adapter, d'apprendre et autres, pour pouvoir évoluer sereinement. Ce n'est pas le cas effectivement de tout le monde, je dirais, à votre âge, ça faut bien vous le dire, vous avez beaucoup d'avantages par rapport à ça. Et donc voilà, aucune inquiétude. Et de toute façon, vous bougerez. Le monde du travail va bouger et vous demandera de bouger aussi. Qui va gagner, je ne sais pas, parce qu'actuellement, c'est justement le problème. Pendant beaucoup d'années, ça a été les entreprises qui ont demandé aux salariés et à leurs employés de changer ou choses qu'ils pouvaient faire ou pas, voire de partir. Au jour d'aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup de mal à garder leurs talents et leurs employés. Donc ça, c'est un autre challenge pour les entreprises. Il va falloir qu'elles s'adaptent et vous proposer effectivement des emplois qui vous conviennent et que vous souhaitez effectivement prendre et garder. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Oui ? Merci. Alors, en fait, en entretien, de nombreux recruteurs nous demandent en général où on se voit dans 5 à 10 ans. Ouais. Et donc, si on n'a pas forcément de plan de carrière et rester ouvert aux opportunités, ça peut aussi être un peu mal vu. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce moment-là, à ce genre de questions ? Alors, effectivement, par rapport à ces questions, parce que je pense, vous êtes obligé de préparer et pas dire je ne sais pas, parce que effectivement, ça pourrait être mal vu. Je pense qu'il faut que les recruteurs se posent beaucoup de questions sur leur mode de recrutement. Et ça, il y a eu une intervention juste avant. Et je pense que ça va devoir évoluer aussi. Parce que le problème n'est pas de savoir où vous serez dans 5 ans, mais qu'est-ce que la société peut vous proposer pour que vous ayez envie de rester. Enfin, ça, c'est d'après ce que avec pas mal de managers autour de moi, et le problème, il est plus en amont. Donc je pense que les questions vont changer à l'avenir. Mais pour l'instant, effectivement, prévoyez une réponse par rapport à ça, qui ne soit pas « je ne sais pas ». Après, voilà, vous pouvez tout simplement dire écoutez, moi, je veux évoluer, et voilà, au sein de cette structure ou d'une autre, ça, vous avez le droit de le dire, et en fonction de ce que vous aurez fait entre-temps.
Faut être honnête, il n'y a pas de souci. Peut-être pour aider à la réflexion, repense, je te tutoie, repense à cette idée d'évolution sur 2 axes. Hein, si aujourd'hui tu ne sais pas encore ce que tu veux faire dans 5 ans, dis-toi que aujourd'hui, compte tenu de ce que tu aimes faire, de ce que tu ressens, tu as envie de poursuivre dans cette voie et de faire le tour des compétences et en tout cas d'améliorer ton niveau d'intervention dans cette voie-là, ou alors peut-être de te servir de cette première expérience comme passerelle pour faire autre chose. D'accord ? Ça, c'est ta réflexion à toi. Après, la réponse, la bonne réponse, c'est celle qu'attend la personne qui est en face de toi. Alors, je ne dis pas qu'il faut mentir dans les entretiens, parce que sinon, on risque de partir sur une mauvaise voie et on va être malheureux au bout d'1 an, 2 ans. Enfin, les 2 parties seront malheureuses. Mais voilà, la réponse aussi dépend de la personne et de ce qu'elle attend. L'important, c'est de cranter, comme je vous le disais. Après, vous verrez. Donc, voilà. Réfléchis selon ces 2 axes. Si jamais tu n'as pas d'idée, ça peut t'aider. Voilà. Soit comment dire, améliorer ton niveau, soit te servir de tremplin pour accéder à autre chose. Conseil de recruteur. Moi, j'aimerais dire 2 choses pour conclure. La première, c'est que la majeure partie du temps, quand même, on a de la flexibilité et chacun crée un peu son poste. Vous êtes embauché dans un poste, vous avez un descriptif de poste, vous avez des missions. Après, je crois que c'est à chacun, justement, d'infléchir son poste, d'y ajouter quelques missions par rapport à vos intérêts, par rapport à votre curiosité, pour vous créer des expériences. Donc, voilà, un poste, il n'est pas figé. Vous n'êtes généralement pas dans une petite case avec le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça, le mercredi après-midi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, vous modulez votre poste, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut quand même pas se leurrer. Il faut se faire plaisir, c'est extrêmement important parce qu'autrement on n'est pas bon dans ce qu'on fait, j'en suis intimement persuadée. Après, dans tout métier, dans tout secteur d'activité, il y a des missions qui sont moins sympas que les autres, sur lesquelles on s'embête plus. Le tout, c'est qu'au global, la balance, elle penche du bon côté et que quand vous vous leviez matin, vous dites « oui, j'ai envie d'aller bosser ». Soit dans la journée, il y a un truc que j'ai à faire, ça m'embête, j'ai pas envie, mais qu'à la fin de la semaine, vous soyez content et vous soyez épanoui. Voilà. Donc ça, c'est les 2 choses. Créez vos missions, créez vos postes, créez vos opportunités. Et puis, oui, parfois, il faut faire un peu le dos rond, soit dans un poste pour passer dans un autre, dans le cadre d'une évolution, mais voilà, dans la vie de tous les jours, il y a forcément des jours où vous allez faire des trucs qui vont vous barber. Voilà. Mais c'est normal et je pense que rares sont les gens qui ont un poste sur lequel ils s'éclatent toute la journée, toute la semaine, toute l'année, toutes les années. T'as pas un boulot c'est les bons moments. Si, moi je m'éclate tous les jours. Je sais pas ce que tu fais comme job toi, mais bon. En conclusion donc de ma fenêtre, faites-vous confiance. Crantez assez rapidement, peu importe ce que c'est, mais crantez, engagez-vous, allez-y, n'ayez pas peur. Comptez sur votre savoir-être. C'est vrai que pour démarrer, le savoir-faire compte, mais pour évoluer, pour faire autre chose, le savoir-être est vraiment primordial. Pour évoluer, j'ai une phrase dans la tête qui me revient de temps en temps, c'est ton avenir t'appartient et ce tous les matins. C'est vrai, mais pas que. Les évolutions, la vie professionnelle et la vie en général, c'est toujours aussi des choses qui nous arrivent, des imprévus, des opportunités qui se présentent. À titre d'illustration, mon chef me dit que au-delà des aspects financiers, au-delà des aspects contractuels, au-delà de la relation client, du développement de business, mon premier travail, c'est de faire évoluer mes équipes. Et mon travail, c'est vraiment ça. Donc en fait, pour les gens qui travaillent avec moi, je suis l'artisan aussi de leur évolution. Et je m'adapte à ce qu'eux ont envie de faire, à ce qu'ils veulent faire, au poste qu'ils ont créé par rapport à leurs appétences. Ils ne font pas tous exactement 100% ou 120% de la fiche de poste. Voilà. Et on évolue de toute façon au contact des autres. J'espère que cette conférence très positive vous aura un petit peu rassuré. Et puis on vous souhaite à tous une bonne continuation et une belle carrière.